Salut, c'est Zaba et commençons tout de suite. La porte mystique d'Our. Une découverte exceptionnelle aurait été faite en Irak en 1922 et ces découvertes auraient engendré des conséquences néfastes. Certains vont même jusqu'à prétendre que l'invasion américaine de l'Irak a été en partie motivée par cette découverte. Les Américains auraient pu vouloir mettre la main sur quelque chose qui est apparu lors de l'excavation d'une pyramide en 1922. Mais je vous avoue que le plus important dans l'histoire n'est pas vraiment la théorie, mais c'est plutôt le prétexte parfait pour parler de l'une des découvertes archéologiques les plus importantes de l'histoire, mais aussi de l'un des archéologues les plus secrets et mystérieux. Tout commence en 1922. Si cette année vous semble familière, c'est parce qu'en 1922, Howard Carter a trouvé le célèbre tombeau de Toutankhamon. Et pendant que Carter devenait célèbre, un autre archéologue nommé Charles Leonard Woolley travaillait dur en Irak. Charles, en partie sponsorisé par l'Université de Pennsylvanie, excavait la ville antique d'Our. Il se concentra sur un complexe de temples mégalithiques au cœur de la métropole en ruine. C'était une pyramide différente de ce que le monde connaissait. Elle n'était pas lisse comme celle d'Égypte, mais terrassée avec une série de grands escaliers. Le reste de cette pyramide, connue sous le nom de ziggourats, avait été découvert 70 ans plus tôt par William Loftus. William avait trouvé des inscriptions datant la ziggourate au règne du roi Nabonide au 6e siècle avant l'ère commune. Mais c'est Charles qui découvrit les couches les plus anciennes et creusa le noyau de la ziggourate où il trouva des briques d'argile vieilles de plus de 4000 ans, datant du règne d'Urnammu. Cela prouvait que la ziggourate était presque aussi ancienne que la grande pyramide de Gizeh. Et en 1923, Charles découvrit une tranchée près des ruines de la ziggourate. Et au cours des 3 années suivantes, lui et ses collaborateurs découvrirent des sépultures si resplendissantes de richesses et de trésors que beaucoup d'entre elles étaient encore plus impressionnantes que la tombe de Toutankhamon. Mais à l'époque, la Mésopotamie n'était tout simplement pas aussi passionnante pour le grand public que l'Égypte ancienne. Tout le monde était obsédé par l'Égypte, ce qui signifie que les tombeaux très opulents d'Our étaient largement négligés. De plus, Charles lui-même ne voulait pas que ses découvertes fassent les couvertures des journaux. Il était incroyablement secret sur ses découvertes et envoyait même des télégrammes en latin pour que personne, sauf ses collègues, ne puisse les comprendre. Et en 1934, Charles Woolley avait découvert plus de 850 tombeaux dans la ville mésopotamienne d'Our. Ils dataient quelque part d'il y a 4600 ans à il y a 4000 ans. Et c'est ici que la théorie dont on a parlé plus tôt entre en jeu. Parmi les découvertes, il aurait prétendument retrouvé une sorte de portail interstellaire ou ses restes ou quelque chose du genre. J'aimerais bien y croire, mais pour l'instant il n'y a pas vraiment de preuves. Selon un certain Michael Salla, l'un des plus fervents défenseurs de ces théories, les États-Unis auraient envahi l'Irak en 2003, en partie pour mettre la main sur ce qui se trouvait en dessous de la ziggourate. La bibliothèque d'Ashurbanipal. Si vous pensez que la bibliothèque d'Alexandrie était ancienne, attendez de découvrir cela. Nous allons parler de la plus ancienne bibliothèque systématiquement organisée de la planète. Par organisée systématiquement, je veux dire que c'était la plus ancienne bibliothèque à avoir catalogué ses livres. Elle fut établie par le roi Ashurbanipal de l'empire néo-assyrien au 7e siècle avant notre ère. Et si vous aimez les livres et l'organisation, vous allez adorer ce qui va suivre. Même il y a 3700 ans, les rois et les reines étaient intéressés par la préservation de l'histoire et de la culture de leur civilisation. Et même à l'époque, les toutes premières civilisations avaient leur propre histoire, tout comme nous aujourd'hui. Ils se demandaient aussi quelles histoires leurs ancêtres avaient racontées, quelles connaissances avaient été perdues et quels dieux les avaient visités depuis le ciel. Le roi Shurbanipal voulait sauvegarder la sagesse et les connaissances des Mésopotamiens pour l'éternité. Il établit sa bibliothèque dans la ville de Ninive et elle accumula rapidement des dizaines de milliers de textes. Et il y avait très certainement plus de livres dans cette ancienne bibliothèque que vous pouvez en trouver dans la plupart des bibliothèques modernes. Malheureusement, je ne peux pas vous donner de chiffres exacts. Personne ne sait précisément combien de livres la bibliothèque avait sur ses étagères. Mais ce que je peux vous dire par contre, c'est qu'au milieu du 19e siècle, des archéologues trouvèrent les ruines de la bibliothèque et qu'elle contenait encore 30 000 textes. Basés uniquement sur cette information, les experts sont assez certains que la bibliothèque originale comptait au moins 100 000 textes, bien qu'elle aurait pu être considérablement plus grande. Et ce n'était même pas la première. Les premières bibliothèques de l'histoire ont été construites par les Sumériens vers 2900 avant notre ère. C'était il y a près de 6000 ans. Bien évidemment, aucun de ces livres ou de ces textes n'est encore présent et les bibliothèques ont toutes été détruites ou perdues.
Mais les historiens savent qu'elles ont existé à un moment donné. Certaines étaient privées, d'autres étaient liées à des temples, des écoles ou des palais. Et ce qui rend la bibliothèque d'Ashurbanipal si spéciale, c'est qu'elle était la première, ou bien la première que l'on connaisse, à organiser ses connaissances de la même manière qu'une bibliothèque moderne le ferait. Mais n'a duré, préparez-vous bien, que 30 ans. Ensuite, elle fut incendiée lorsqu'une coalition de Perses et de Babyloniens attaqua Ninive en 612 avant notre ère. La coalition renversa l'empire néo-assyrien comme une tour de Jenga. Ils brûlèrent la bibliothèque dans une tentative d'effacer toute mémoire des Assyriens de l'histoire humaine. Le pendentif des trois frères. Il existe un pendentif quelque part dans ce monde qui vaut une somme phénoménale d'argent, suffisamment pour que quiconque le trouve puisse vivre dans le luxe pour le reste de ses jours. Le seul petit bémol, c'est que personne ne sait où il se trouve. Il a disparu en 1645 et n'a pas été vu depuis. Il s'appelle les Trois Frères, un pendentif composé de 3 rectangles ornés d'une spinelle rouge inestimable. Chaque bijou rectangulaire était séparé par 3 perles géantes, et le bijou avait à l'origine une perle monstrueuse suspendue à une chaîne reliée au rectangle le plus bas. Mais la pièce centrale était ce qui attirait vraiment l'œil. Au centre du pendentif se trouvait un diamant bleu taillé en forme de pyramide, pesant un impressionnant 30 carats. Et voici ce que les experts pensent du pendentif des Trois Frères. Il s'agit d'une peinture miniature réalisée par un artiste inconnu vers 1500. Et si vous vous demandez qui pouvait bien porter un bijou aussi précieux, eh bien c'était un duc, Charles le Téméraire, le dernier duc de Bourgogne. Il portait le pendentif comme porte-bonheur, mais il ne lui a pas vraiment porté beaucoup de chance. Après sa défaite à la bataille de Grand-Sang en 1476, quelqu'un a volé le bijou dans sa tombe. Et il est mort l'année suivante. Peut-être que c'était véritablement un porte-bonheur après tout, mais pour celui qui l'a volé, condamnant ainsi le duc à son triste sort. Le bijou a fini par se retrouver entre les mains du roi Henri VII, puis de son successeur, le roi Édouard VI, en 1551. 3 ans plus tard, en 1554, Édouard l'a offert à sa sœur Marie Ier. Il a ensuite été porté par la reine Élisabeth Ier, comme on peut le voir ici sur un portrait d'elle, peint par Sir William Segar en 1585. Il a fait partie des joyaux de la couronne anglaise de 1551 à 1644, date à laquelle il a peut-être été vendu par Henriette Marie, épouse de Charles Ier. Et depuis 1645, sa localisation est toujours inconnue. Juste avant le milieu du XVIIe siècle, il s'est volatilisé sans laisser de traces et personne ne sait où il se trouve. Sa dernière localisation connue était aux Pays-Bas en 1642. Il avait été confié à Henriette Marie, qu'il a peut-être mis en gage dans une banque à Rotterdam, mais personne n'en est vraiment sûr. Ainsi, cette pièce extrêmement précieuse et historique pourrait encore se cacher quelque part, ou peut-être que les pierres précieuses ont été retirées et revendues séparément, détruisant ainsi ce magnifique trésor. Le sceptre secret de Dagobert. Le sceptre de Dagobert est l'un des trésors les plus précieux au monde, mais personne ne sait où il se trouve lui aussi. S'il est jamais retrouvé, il rapportera une véritable fortune. Le sceptre faisait autrefois partie des joyaux de la couronne française, l'un des plus anciens régalias du royaume de France sous l'Ancien Régime. Il était conservé dans le trésor de la basilique de Saint-Denis jusqu'en 1795, quand il a disparu sans jamais être revu. Les chercheurs pensent que l'artefact appartenait à Dagobert Ier, l'un des premiers rois français, qui régna au début du 7e siècle. Selon la légende, le roi aurait engagé le maître orfèvre Saint-Éloi pour lui fabriquer le sceptre. Il a été fabriqué en or émaillé et composé de 3 parties bien distinctes. Au sommet, il y avait une petite sculpture qui représentait un oiseau. En dessous, une main sculptée tenant un globe entre ses doigts. Puis, il y avait la tige à la base. Dagobert était le dernier grand roi de la dynastie mérovingienne, ce qui rend le sceptre si fascinant historiquement. Et après lui, plusieurs rois mérovingiens ont régné, bien que leur pouvoir ait été largement symbolique et les véritables décisions étaient prises par les maires du palais. Dagobert était le fils aîné de Clotaire II, qui a régné sur les Francs à partir de 613. Puis, lorsque Clotaire est mort en 629, Dagobert a rapidement pris le trône pour lui-même. Et bien que les Mérovingiens aient continué à régner sur la France pendant encore un siècle entier, Dagobert était le dernier véritable roi. Ceux qui sont venus après lui étaient pour la plupart des jeunes garçons qui ont occupé le trône juste assez longtemps pour devenir adolescents, engendrer un héritier, puis être assassinés. Finalement, être roi n'était pas si facile. Mais toute la lignée a été anéantie en 751 lorsque la dynastie carolingienne a pris le contrôle.
Le sceptre, où qu'il se trouve, est l'un des derniers vestiges de l'histoire de Dagobert. C'est aussi l'un des derniers éléments de cette lignée royale que certains disent avoir commencé avec Marie-Madeleine au 1er siècle de notre ère. Le pendentif de la déesse. Récemment, les archéologues ont été stupéfaits de découvrir un pendentif en or de l'Égypte ancienne dans un endroit des plus inattendus. Le pendentif représente l'une des plus grandes déesses égyptiennes de tous les temps, mais il n'a pas été trouvé en Égypte. Les chercheurs l'ont découvert dans la ville grecque antique de Pylos. Sharon Stalker était l'une des archéologues sur le site de fouilles, travaillant aux côtés de son mari Jack Davis. Sharon a déclaré à Artnet News qu'ils étaient surpris de trouver le pendentif. Aucune autre représentation de divinité égyptienne n'a jamais été retrouvée à Pylos pour cette période particulière. Sharon et Jack ne sont même pas sûrs de la manière dont il a traversé la mer Méditerranée. Le pendentif est très ancien et il a été trouvé dans une tombe datant de 1500 avant l'ère commune, mais il pourrait être encore plus ancien que ça. Il représente Hathor, une déesse facilement reconnaissable par ses oreilles de vache. Hathor n'est pas seulement l'une de mes déesses égyptiennes préférées, elle était aussi l'une des plus importantes pour les Égyptiens. Hathor a été vénéré pendant près de 3000 ans. Cette information seule devrait mettre en perspective combien de temps la religion égyptienne a duré avant que Samar l'évangéliste ne commence à apporter le christianisme en Égypte il y a 2000 ans. Hathor était vénérée car elle était la mère d'Horus, le dieu du ciel, et de Ra, le dieu du soleil. Elle était également la déesse de la beauté, de la sensualité, de la danse, de la musique et de la maternité. Elle est reconnaissable dans l'art égyptien grâce à sa coiffe composée de cornes de vache. Et dans le cas du pendentif trouvé en Grèce, elle avait de grandes oreilles de vache. Et selon la chercheuse Solange Ashby, Hathor était tellement admirée par les anciens qu'elle s'est répandue à travers l'Égypte jusqu'en Nubie. L'incroyable pendentif a été redécouvert à l'intérieur d'une tombe souterraine en forme de ruche. Sharon et Jack espéraient trouver les restes d'ateliers et de maisons, mais ils ont plutôt découvert la tombe. Elle date du règne de la civilisation mycénienne et la présence du pendentif suggère qu'il y avait plus de connexions culturelles entre l'Égypte et la Grèce que ce que les historiens pensaient précédemment. La plus vieille des cartes. La vérité derrière ce qui pourrait être la plus vieille carte du monde risque de vous laisser bouche bée. Elle date d'à peu près la même époque que le déluge biblique. Cette carte a été découverte en URSS en 1966 et on pense qu'elle a environ 12 000 ans. Peut-être le plus fou, et je dis fou dans le meilleur sens du terme, est que la carte était gravée sur une défense de mammouth laineux. Voici une image de la carte. Le dessin, gravé sur la défense, semble montrer des habitations construites le long d'une rivière. Ce n'est pas la carte la plus détaillée jamais réalisée, mais il ne fallait pas vraiment s'y attendre. Elle a été dessinée en 10 000 avant notre ère quand même. On dirait que quelqu'un a essayé de faire une carte de son établissement au bord de la rivière. Peut-être une personne dans une grotte portant un pagne, voire une robe en fourrure de loup des cavernes. Et les choses deviendront encore plus intéressantes quand vous saurez où est-ce que la carte mystérieuse a été retrouvée. Le site archéologique s'appelle Mezirich, non loin de la capitale ukrainienne Kiev, où les humains vivaient dans des huttes en os de mammouth il y a près de 15 000 ans. Et quand je parle de huttes en os de mammouth, ce sont véritablement des huttes construites avec des ossements de mammouth. Au lieu de couper des arbres pour construire des cabanes en bois, les habitants de Mezirich récupéraient les ossements des bêtes et les ont utilisés pour construire leurs maisons. Chaque habitation était très impressionnante pour l'époque, mesurant environ 22 mètres carrés. Ce n'est pas beaucoup par rapport aux normes modernes, sauf pour Paris, mais étant donné qu'elles étaient faites de peau de mammouth, d'humérus de mammouth, de fémur, c'est assez impressionnant. Il aurait fallu environ près de 150 mammouths pour construire 4 huttes ovales. Et ce n'est pas tout. Les archéologues ont également découvert des aiguilles à coudre, des perforateurs, des polisseurs et d'autres outils fabriqués en ivoire de mammouth, ainsi que des traces de rhinocéros laineux, de rennes, de gloutons et bien d'autres animaux. Mezirich était donc un établissement complètement fonctionnel, avec même un atelier où les mammouths étaient traités. Il a été découvert pour la toute première fois par un fermier en 1965, peu avant que la carte ne soit retrouvée. Mais personne ne sait vraiment si la carte est une représentation de Mezirich ou d'un autre établissement. Mais dans tous les cas, ça reste un instantané du Mésolithique. Pourquoi le poulet a-t-il traversé la route? L'œuf ou la poule? Qui est venu en premier? Non, je n'ai pas perdu la tête. Pour les archéologues, ce n'est pas la bonne question. Les scientifiques du monde entier essaient de déterminer quand et où les poules ont été domestiquées pour la toute première fois. Aucun animal sur cette planète n'est consommé autant que le poulet, mais comment tout a-t-il commencé? C'est l'histoire bizarre du tout premier poulet à avoir traversé la route, et on parle de la route de la soie.
Les cochons, les moutons et les vaches ont été domestiqués il y a environ 10 000 ans. Les poules domestiquées n'existent pas depuis aussi longtemps. Un article publié par le scientifique Joris Peters en 2022 suggère que les poules domestiquées sont apparues pour la toute première fois en Thaïlande préhistorique. Les premières poules domestiquées étaient probablement présentes au milieu du deuxième millénaire avant Jésus-Christ. Les poules, telles que nous les connaissons aujourd'hui, n'apparaissent que vers 1650 avant notre ère. Mais comment cela s'est-il produit? On pense que quelqu'un a croisé le faisan gris de la jungle du sud-est asiatique avec le faisan de la jungle rouge. Cela se serait produit très longtemps, un tout petit peu comme les loups ont progressivement été élevés pour devenir les meilleurs amis de l'homme. Les faisans de la jungle ont été élevés sélectivement jusqu'à devenir le meilleur encas de l'homme. Mais il y a bien plus à cette histoire. De petits ossements de poulets cassés et creux apparaissent dans les archives archéologiques de Thaïlande au même moment que le riz a commencé à être cultivé. Personne ne sait précisément ce qui s'est passé, ils savent seulement que le riz et les poules sont apparus en même temps, faisant du poulet et du riz l'un des plus vieux combos du monde. Joris et son équipe pensent que le riz a servi en quelque sorte comme un aimant à poulet. Le riz qui tombait au sol a attiré les faisans dans les établissements humains. C'est une coïncidence qui en rappelle une autre. Saviez-vous que la domestication des chats est arrivée peu de temps après l'émergence des premières souris domestiques? Peut-être que les souris ont attiré de façon similaire les chats dans les habitations humaines. Joris et son équipe ont atteint ces conclusions excitantes en étudiant les coquilles d'œufs trouvées sur les 12 sites archéologiques. Ils ont découvert qu'à partir de 2500 ans avant notre ère, les coquilles d'œufs étaient soudainement présentes le long de la route de la soie. La notion d'élever des poules pour leurs œufs a débuté en Thaïlande préhistorique puis s'est répandue le long de la route de la soie jusqu'en Europe à partir de 500 avant notre ère. Les statues dans le spa. L'un des plus grands mystères de l'histoire de l'Italie est comment la civilisation étrusque a été absorbée par les Romains. Mais le mystère est lentement résolu grâce à des découvertes archéologiques faites en Toscane. Des découvertes telles que certaines statues trouvées dans un spa vieux de 2300 ans. Au IIe siècle avant notre ère, la Toscane a connu une grande tourmente. De ville en ville, des batailles ont été menées, des alliances ont été rompues et de nouvelles alliances ont été forgées. Les Étrusques contrôlaient auparavant le territoire, mais leurs voisins, un groupe de conquérants appelés les Romains, étaient en train de prendre la confiance. Les Romains s'étendaient, battant les Étrusques à chaque étape. Ensuite, un jour, au 1er siècle de notre ère, les Étrusques étaient simplement partis. Ils avaient été complètement absorbés dans l'Empire romain, bien que les historiens ne soient pas tout à fait sûrs qu'ils ont été absorbés, écrasés comme des insectes ou marginalisés au point que leur culture ait été oubliée. Mais parlons de ces statues incroyables découvertes dans un spa ou plutôt des thermes. Les archéologues, en creusant un bain thermal en dehors de la ville de Sienne, ont découvert de petits fragments dans la boue. D'abord une main, puis un coude. Maintenant, les chercheurs ont exhumé un ensemble complet de 24 statues de la boue. La majorité semble avoir été sculptée il y a à peine quelques années et tout le monde est fasciné par leur état de conservation. Le responsable des fouilles affirme même que c'est le plus grand dépôt de statues en bronze étrusque en Italie et pourrait même être la collection de statues de bronze la plus importante jamais retrouvée en Méditerranée. Mais que représentent les statues? Elles représentent des dieux reconnaissables même aujourd'hui. Les statues sont d'Apollon, de Hygie ou Hygée et d'autres dieux vénérés par les Grecs et les Romains. Mais ce qui les rend encore plus intéressantes, c'est qu'elles portent encore des inscriptions. Ces inscriptions indiquent le nom de familles étrusques très importantes. Ces artefacts étonnants montrent que les Étrusques vénéraient les mêmes dieux que les Romains. Les Romains ont probablement pris leurs dieux des Étrusques et les ont intégrés à leur propre culture. Quant à savoir pourquoi les statues étaient perdues dans des termes, c'est un peu plus difficile à expliquer. Les chercheurs pensent que les statues ont peut-être été immergées dans les eaux thermales dans le cadre d'un rite. Elles ont peut-être été placées dans la source chaude en tant qu'offrande aux dieux. Et le spa est même resté en usage jusqu'au 5e siècle de notre ère, quand les autorités religieuses ont décidé qu'ils n'aimaient pas que les gens se baignent en public. Et ces anciens monuments ne peuvent pas être expliqués par la science. Découvre-les en cliquant sur cette vidéo.